La Terre, une gigantesque masse de roches et d'eau volant à travers l'espace. Elle ne ressemble à aucune autre des planètes connues en ce qu'elle abrite la vie. Ce n'est pas seulement notre maison, c'est notre seul refuge dans l'univers. Mais comment est-elle devenue ainsi? Quelles étranges forces de la nature ont créé cette planète qui vit et qui respire et dont nous dépendons tous? C'est un mystère que les scientifiques commencent seulement à éclaircir. Dans l'immensité du cosmos, nous ne connaissons qu'un seul endroit où puisse évoluer le genre humain. La Terre semble avoir été conçue pour nous. Elle nous fournit en eau, en nourriture et en air. C'est notre seul habitat et nous en sommes totalement tributaires. Pourtant, il y a 5 milliards d'années, la Terre n'existait pas. Là où se trouve à présent la Terre, aux confins de la galaxie de la Voie lactée, il n'y avait alors qu'un gros nuage de gaz et de poussière. Voici l'incroyable histoire de la transformation d'un nuage de poussière en une planète habitée. S'il y a quelqu'un qui connaît les facteurs de création d'une planète, c'est bien l'astronome Tom Fleming. Grâce à des télescopes comme ceux-ci, à Kitt Peak, au sud de l'Arizona, les astronomes ont pu reconstituer la naissance de la Terre. Tout a commencé avec un gros nuage de gaz et de poussière. Des petites particules de saleté, des grains de sable, de silicium. Les scientifiques appellent ces formations de poussière et de gaz des nuages moléculaires. Mais ceux-ci n'ont rien à voir avec les nuages que nous avons sur Terre. Les nuages moléculaires sont énormes. Leur taille couvre plusieurs centaines d'années-lumière. C'est à partir de nuages comme ceux-ci, photographiés par le télescope spatial Hubble, que s'est formée la Terre. Les nuages sont constitués des débris de centaines d'étoiles mortes. Lorsque les étoiles des premières années de l'univers eurent brûlé tout leur combustible, elles explosèrent, répandant leurs cendres dans l'espace environnant. Quand la première génération d'étoiles disparut, parfois avec douceur, parfois avec fureur, lors d'événements qu'on appelle des supernovas, les éléments les plus lourds, le fer, le silicium, l'aluminium et le nickel présents dans l'étoile furent expulsés dans la galaxie. Ce cocktail d'éléments créa un nuage moléculaire. De ce nuage naquirent de nouvelles étoiles et des planètes. La force qui permit leur naissance se nomme la gravité. La même force qui attire les pommes vers la Terre attire également deux objets l'un vers l'autre dans l'espace. Elle rassembla les particules de poussière au sein du nuage moléculaire. Durant les 10 millions d'années qui suivirent, le nuage moléculaire se contracta lentement sous l'influence de sa propre gravité. Alors que ce nuage de gaz se comprimait sous l'effet de la pesanteur pour devenir une étoile, quelque chose de très intéressant se produisit et je vais tenter de vous montrer ce qui est arrivé avec ces deux boules de plomb et ce plateau tournant. Donc je monte sur le plateau. J'ai à présent augmenté ma masse avec celle de deux boules de plomb. Je les tiens à bout de bras. La masse de mon corps est ainsi distribuée à une distance éloignée du centre. Thomas Fleming incarne un nuage moléculaire.
Les poids représentent sa masse qui est tout d'abord répartie sur une immense surface. Bon, je vais demander à Lucie de me donner un coup de main pour me faire prendre de la vitesse. Dès que je commence à tourner, je vais rapprocher les boules vers le centre de ma masse. Regardez comme j'accélère. Mais si je les éloigne de nouveau, je ralentis. Comme vous le constatez, c'est exactement ce qui s'est produit avec le nuage interstellaire. Le gros nuage moléculaire tournait lentement sur lui-même. Lorsqu'il se réduisit, cette rotation accéléra. Alors que le nuage se contractait, l'énergie des matériaux arrivant à toute vitesse de l'espace provoqua le réchauffement de son centre. Cette boule tournante devint notre Soleil. Le reste du nuage tournait si fort qu'il se répandit en un vaste disque de poussière et de gaz. C'est le berceau de la vie, la matière qui allait former la Terre et toutes les autres planètes. Il y a encore peu, ce qui avait transformé cette poussière en planète demeurait une énigme. Puis, en mai 2003, une petite expérience ludique à bord de la Station spatiale internationale débouche sur une découverte majeure. L'astronaute Don Pettit est curieux de connaître les effets de l'apesanteur sur diverses substances. Lors d'une série de petites expérimentations, il filme des bulles, des cachets effervescents, des tourbillons d'eau colorée. Puis il remplit un sachet de sel. Cette dernière expérience est une révélation scientifique, mais Don Pettit ne mesure pas encore toute sa portée. Celui qui saisit toute sa signification est son confrère Stanley Love. Don aime bien s'amuser à toutes sortes de tests. L'un d'entre eux a consisté à placer des choses dans des sachets en plastique. Des solides granuleux comme du sucre, du sel, du café soluble. Il les a mis dans un sac qu'il a gonflé, puis a secoué le tout pour voir ce que ça donnait. Et ce que ça a donné, ce sont des petits paquets de particules, un peu comme des moutons de poussière. Lorsqu'il regarde le film de cette expérience, Stanley Love comprend qu'il est en train d'assister à une découverte majeure. Don a projeté la vidéo et s'est exclamé « C'est chouette, non ?» en montrant chaque petit film avec les différentes substances mises en sachet. Et j'ai répondu « Oui, Don, c'est chouette. En fait, tu viens juste de résoudre un très vieux problème en matière de formation des planètes. » En apesanteur, les cristaux se comportent tout à fait différemment que sur Terre. Stanley Love identifie alors ce qui les colle ensemble. Eh bien, à chaque fois que deux matières se frottent l'une contre l'autre, elles échangent quelques électrons. Par exemple, lorsque vous frottez un ballon de baudruche contre vos cheveux pour qu'il colle au mur. Et il s'avère que lorsque vous placez de la poussière ou n'importe quoi en apesanteur et que vous le secouez pour que les éléments se frottent les uns aux autres, on pense qu'une sorte de charge électrostatique se forme et les force à se rassembler immédiatement. Vous pouvez agiter de nouveau le sachet pour défaire les formations, elles reviendront dès que vous arrêterez de secouer. Dans les toutes premières secondes de son existence, notre planète ressemblait peut-être à cela. Les scientifiques estiment que ce moment se produisit il y a de cela 4,5 milliards d'années. Afin de suivre l'évolution de notre planète, nous vous proposons de représenter le temps du commencement jusqu'à nos jours comme les 12 heures sur le cadran d'une horloge. À midi, l'horloge se met en marche. Le voyage de la Terre vers sa transformation en planète habitable a commencé. La première étape est rapide. Dès que ces particules sont devenues des astres d'un diamètre d'environ 800 mètres, leur masse est si grande que leur pesanteur se met à attirer la matière du disque environnant. Tout comme des aspirateurs géants, ils tournent autour du Soleil en absorbant la matière du disque jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. À l'intérieur du système solaire, ces agrégations se transforment en 20 planètes environ. Ce processus dure à peu près 3 millions d'années. Moins de 30 secondes sur notre horloge. La prochaine étape dans l'évolution de la Terre
est d'une violence extrême. Alors que ces 20 planètes gravitent autour du Soleil, leurs pesanteurs respectives les fait s'entrechoquer. À chaque collision, 2 planètes se combinent. Avec le temps, ces collisions réduisent le système solaire interne à quelques planètes, dont Vénus, Mercure, Mars et la Terre. Les astronomes estiment que la Terre atteignit ce stade en 30 millions d'années environ. À présent, 5 minutes de notre histoire se sont écoulées. À quoi ressemblait notre planète à ses débuts? Que serait-il arrivé si un humain y avait atterri? L'énergie née de la collision avec les autres planètes rend la Terre extrêmement chaude. À environ 5000 degrés Celsius, sa température est 5 fois plus élevée que dans un incinérateur. Un être humain disparaîtrait aussitôt dans un nuage de vapeur et de cendres. Mais alors même que notre planète refroidit, un autre danger la guette. Une tempête de particules chargées approche la jeune Terre. Elle est si violente qu'elle pourrait anéantir tout espoir de vie. Il y a 4,5 milliards d'années, un nuage de poussière géant se comprime pour former notre système solaire. Le Soleil, les planètes et la Terre. Mais alors que la Terre tout juste créée commence à refroidir, elle fait face à l'une des plus grandes menaces de son existence. Un ouragan de particules mortelles venues du Soleil. Boulder, dans le Colorado. Au centre de l'environnement spatial, des météorologistes suivent l'évolution des tempêtes solaires. C'est le climat le plus extrême que l'on connaisse. Là-bas, une brise légère souffle à 320 km/s. Une basse température dépasse les 4000 degrés Celsius. Une surveillance continue s'impose puisque les tempêtes solaires nous affectent aussi sur Terre. Le spatiologue Rodney Virek sait combien le Soleil peut être dangereux. Le Soleil n'est qu'une grande explosion. Et de cette explosion s'échappent des particules énergétiques. Ces particules constituent le vent solaire. Elles se dirigent vers la Terre à une vitesse pouvant atteindre 1,5 million de km/h. Si le vent solaire souffle trop fort, il peut tuer. Nous observons le Soleil et lorsque nous repérons quelque chose susceptible de produire un incident impliquant des particules énergétiques sur Terre, nous le signalons aux astronautes, voire même aux compagnies aériennes. Les particules chargées du vent solaire représentent une forme de radiation pouvant entraîner des lésions fatales sur les cellules vivantes. Une forte tempête solaire pourrait tuer un astronaute dans l'espace. Mais le vent solaire peut aussi avoir un effet dévastateur sur les planètes. La Terre est entourée d'une atmosphère, une fine couche de gaz qui la protège des températures extrêmes de l'espace. Mais lorsque les particules chargées du vent solaire rencontrent l'atmosphère d'une planète, elles peuvent l'endommager. On peut mesurer la puissance destructrice de ce vent en observant Mars. Pendant des millions d'années, le vent solaire a balayé presque toute son atmosphère. À présent, on ne trouve plus d'eau liquide à sa surface et trop peu d'air pour respirer. La Terre aurait bien pu connaître le même sort. Alors, comment l'a-t-elle évité ? Pour tenter de répondre, revenons au moment de sa création. Tandis que la Terre commence à se former, l'énergie dégagée lorsque des matériaux heurtent la planète produit de la chaleur. La chaleur devient si forte que même la roche se met à fondre. Les éléments plus légers de la Terre en fusion remontent à la surface tandis que les éléments les plus lourds, dont le fer, s'enfoncent vers le centre. Ils y forment un noyau en fusion. C'est ce noyau de fer qui nous protège des effets meurtriers des rayons du Soleil.
Savoir précisément comment ce noyau nous protège restait une énigme qui poussa Dan Lathrop à la recherche. Dans son laboratoire de l'Université du Maryland, il fait tourner un modèle réduit du noyau afin d'observer son comportement. Le noyau terrestre possède une action dynamo-électrique qui produit un champ magnétique. Ainsi, les courants du fer liquide génèrent des champs magnétiques. Dan Lathrop découvrit que le mouvement rotatif du noyau créait un bouclier magnétique autour de la Terre. On peut voir que c'est presque symétrique, mais il y a des petits détails qui tournent autour de la sphère interne. Afin de nous montrer comment cela se produit, Dan Lathrop effectue une simple expérience de physique scolaire. On peut voir comment les courants engendrent un champ magnétique à la faveur d'une simple petite démonstration. Vous prenez de la limaille de fer que vous répartissez autour de ce rouleau de fer. Ce rouleau de fer représente le noyau de la Terre. La limaille de fer va révéler la forme de tout champ magnétique. Maintenant, on branche le rouleau sur une source électrique. On peut voir que la limaille de fer s'aligne avec le champ magnétique. Les lignes du champ magnétique passent à travers le centre et s'enroulent aux extrémités. L'électricité dans le rouleau produit ce champ magnétique. La même chose survient à une plus grande échelle avec le noyau de la Terre. Son champ magnétique dote la Terre de ses pôles nord et sud. Il s'étire également loin dans l'espace. On appelle cela la magnétosphère. Et voilà ce qui nous protège du vent solaire. Lorsque des particules solaires volent vers la Terre, la magnétosphère bloque leur passage. Celles qui parviennent à passer sont déviées vers les pôles. Là, alors qu'elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre, elles réagissent aux molécules présentes dans l'air. De cette réaction naissent des phénomènes lumineux. Les aurores boréales. De nos jours, le vent solaire érode toujours notre atmosphère. Mais grâce à la magnétosphère, les dommages ne sont pas fatals pour l'homme. On estime qu'entre 2 et 5 kilos de notre atmosphère sont emportés par le vent solaire chaque seconde. Heureusement pour nous, même à ce rythme, le temps qu'il faudrait pour épuiser notre atmosphère représente plusieurs fois la vie du Soleil. Le champ magnétique produit par le fer au centre de la Terre a joué un rôle essentiel dans l'évolution de notre planète. Sans lui, nous n'aurions pas d'air à respirer. Sur notre horloge, dont les 12 heures représentent l'histoire de la Terre, seules 6 minutes se sont écoulées. La Terre ne ressemble pas encore à la planète que nous connaissons aujourd'hui. Mais un être humain pourrait-il y survivre ? Il est possible que la Terre ait refroidi suffisamment pour qu'un être humain puisse y vivre, vêtu d'une combinaison thermique. Et grâce à son noyau de fer, notre planète se voit désormais protégée du vent solaire. Mais il n'y a toujours pas d'oxygène ou d'eau sur Terre. Nous ne tiendrions pas une minute. Pire encore, si un être humain parvenait à survivre, il aurait une bien mauvaise surprise. Un événement stupéfiant s'apprête à se dérouler. La Terre est sur le point d'entrer en collision avec une autre planète et de connaître ainsi le plus grand télescopage de son histoire. Nous avons vu comment d'un nuage géant de poussière et de gaz est né notre système solaire. Et comment le noyau de fer en fusion de la Terre a engendré un champ magnétique la protégeant des effets meurtriers du vent solaire. La naissance de la Terre a été un processus violent et spectaculaire.
Mais un événement encore plus époustouflant est sur le point de se produire. Un choc si intense qu'il va faire fondre la planète entière. Et ce qui nous indique que cela est arrivé est cet astre imposant qui tourne au-dessus de nos têtes. La Lune est l'inséparable compagne de la Terre. Pendant des siècles, les hommes se sont demandé d'où elle venait. De nombreuses théories ont vu le jour. Certains disaient qu'elle s'était formée à partir de la matière éjectée dans l'espace par la rotation très rapide de la Terre. D'autres suggéraient que la Lune était une planète que la pesanteur de la Terre avait capturée. Mais personne ne savait vraiment. En 1963, les États-Unis lancent le programme Apollo. Une des missions vise à découvrir comment la Lune s'est formée. Allô Houston, Sweet 16 est arrivé. OK. Paré pour l'alunissage. À 3. Paré pour le contact. Contact. Wow, fantastique! À la fin des années 60 et au début des années 70, les astronautes américains visitent la Lune à 6 reprises. Ils y jouent au golf, s'essayent à la conduite tout-terrain et récoltent 380 kilos de roches lunaires pour que les scientifiques puissent les étudier à leur retour. Et si on soulevait celui-là? Pas question. Les morceaux ramenés sur Terre révèlent quelque chose d'étrange. Lorsque les scientifiques les examinent, ils constatent qu'ils sont très secs, comme s'ils avaient été chauffés. C'est déconcertant. Il faut à présent que les théories sur la formation de la Lune expliquent ce mystère. Dans les années 90, la planétologue Robin Canup décide de mettre à l'essai une théorie inédite. Au moyen d'une simulation informatique, elle reproduit ce qui arriverait si la Terre venait à heurter une autre planète. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Voici la simulation d'un impact avec une planète d'une taille à peu près équivalente à celle de Mars. La voilà en haut à droite, qui entre en collision avec la jeune prototerre, représentée par cet objet. Donc l'autre planète vient heurter la Terre à un angle très oblique, à environ 45 degrés. Vous voyez ce long bras de matière juste ici. C'est cette fameuse planète. Elle s'est étirée et déformée sous l'impact. Il y a un agrégat interne que l'on voit juste là, qui va de nouveau heurter la Terre. Après un certain temps, cet agrégat externe de matière frôle de très près la Terre et sous l'effet de la gravité terrestre, il est étiré en un long bras de matière qui finit par se briser pour former un disque. C'est de ce disque de matière gravitant autour de la Terre que, selon nous, s'est formée la Lune. Grâce à cette simulation, Robin Canup découvre précisément ce qui s'est produit lors de l'impact. Imaginez cette planète incroyablement grosse qui se lance vers la Terre à une vitesse de 11 km par seconde. C'était un objet énorme, une planète mesurant la moitié de la Terre elle-même. Elle a dû couvrir l'intégralité du ciel juste avant l'impact. Le choc ainsi provoqué constitue un incroyable événement énergétique, dégageant assez d'énergie pour faire fondre la Terre entière et vaporiser une part importante de la roche terrestre. Lorsque la planète touche la Terre, le coup porté projette de la matière dans l'espace.
La plupart de ces débris restent en orbite sous la forme d'un large disque de roches et de poussière. Un agrégat de cette matière en rotation devient alors assez gros pour que sa pesanteur absorbe davantage de matière. C'est ce qui deviendra la Lune. À présent, 50 millions d'années se sont écoulées depuis le début de la formation de la Terre. Sur notre horloge, dont les 12 heures représentent son histoire, 8 minutes seulement ont passé. À ce stade de son existence, la Terre semble bien différente de la planète que nous connaissons aujourd'hui. Après l'impact, le sol reste en fusion pendant des milliers d'années. Et la Lune est 15 fois plus proche de notre planète qu'aujourd'hui. Lorsque vous admirez aujourd'hui un clair de lune, alors imaginez un peu le spectacle à l'époque, quand la Lune était 15 fois plus grosse que ce que l'on voit maintenant. L'impact avec l'autre planète et la formation de la Lune constituent deux événements clés dans l'élaboration d'une planète vivable. On imagine que la collision a incliné la Terre sur son axe. L'inclinaison nous a donné les saisons. Grâce à cette inclinaison, le climat terrestre se modifie graduellement tout au long de l'année. C'est ce qui rend possible le cycle annuel de la vie. La vie aurait pu se développer sur Terre sans ces saisons, mais cela aurait donné une planète bien différente de celle sur laquelle nous vivons. La formation de la Lune nous a également donné les marées. Lorsque la Lune était proche, ces dernières étaient bien plus fortes, mais avec l'éloignement progressif de la Lune, elles se sont affaiblies. Nous pensons aujourd'hui que la présence des océans va de soi, mais il y a 4,5 milliards d'années, ils n'existaient pas. Et sans eau, pas de vie possible. D'où vient toute cette eau et comment est-elle arrivée ici constitue une des plus incroyables histoires de la science. Comment la nature a-t-elle conçu une planète sur laquelle peuvent évoluer des êtres? Jusqu'à présent, nous avons vu comment la Terre est née d'un énorme nuage de poussière et de gaz. Son noyau de fer a créé un champ magnétique qui nous protège des particules meurtrières du vent solaire. La Terre a même survécu à une collision majeure avec une autre planète. Mais pour que la Terre abrite la vie, il lui faut de l'eau. L'apparition de cette eau représente un des grands mystères de la science. Notre planète contient aujourd'hui 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 400 milliards de piscines olympiques. Pourtant, beaucoup d'astronomes pensent que si la jeune Terre contenait de l'eau, c'était en quantité infime. À l'époque de la formation de la Terre, le système solaire est bien trop chaud pour que l'eau demeure à l'état liquide. La zone s'étendant du Soleil à la ceinture d'astéroïdes est presque totalement désertique. La source d'eau la plus proche de la Terre se situe alors à 250 millions de kilomètres dans la ceinture externe d'astéroïdes. Là, bien loin de la chaleur du Soleil, l'eau gèle au sein d'autres planètes et de divers astres. Mais savoir comment cette eau a voyagé jusqu'à la Terre reste une énigme que les scientifiques commencent seulement à résoudre.
Un élément d'explication est apparu en janvier 2005 avec le lancement d'un étonnant vaisseau de la NASA. Baptisée Deep Impact, cette sonde devait parcourir 430 millions de kilomètres vers une comète nommée Tempel 1 et y envoyer un impacteur de cuivre. Cette mission avait pour but d'appréhender des astres parmi les plus mystérieux de notre système solaire. Des siècles durant, les hommes ont soutenu que les comètes avaient apporté l'eau sur Terre. Quand ils regardaient la Lune, il leur semblait évident, vu ses cratères, que sa surface avait été bombardée par de larges objets. Et de tels objets avaient dû également heurter la Terre, bien que l'activité géologique plus dynamique de notre planète en ait depuis effacé toute trace. Les scientifiques étaient persuadés que les comètes renfermaient de l'eau sous forme de glace. Ainsi, la mission de Deep Impact allait permettre pour la première fois de sonder leur contenu. Le matin du 4 juillet 2005, les scientifiques de la NASA attendent impatiemment tandis que l'impacteur se rapproche de la comète à la vitesse de 37 000 km/h. La comète est touchée de plein fouet. L'explosion est capturée par les télescopes du monde entier. L'analyse des débris confirme alors que les comètes contiennent des quantités d'eau non négligeables. Mais ces astres auraient-ils pu apporter l'eau sur Terre? À l'aide de radiotélescopes, les astronomes étudient le type d'eau contenue dans la traînée vaporeuse des comètes. Ils cherchent à savoir si cette eau est la même que sur Terre. À ce jour, les scientifiques n'ont analysé que 3 comètes, mais les résultats ne semblent pas corroborer la théorie avancée. L'eau contenue dans ces comètes n'est pas la même que celle de nos océans. La théorie des comètes n'est pas tout à fait morte, mais elle part quelque peu en fumée. À sa place, les chercheurs explorent une nouvelle idée passionnante. Un indice essentiel surgit le 18 janvier 2000. Ce soir-là, le ciel à l'ouest du Canada s'éclaire d'une lumière vive. Des dizaines de témoins aperçoivent une météorite pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Quelques secondes plus tard, des photographes de la région prennent ces clichés de la traînée laissée dans son sillage. En tombant sur la Terre, la météorite se brise en dizaines de morceaux avant de s'enfoncer dans le lac Tagish en Colombie-Britannique. Il ne faut que quelques jours aux scientifiques pour arriver sur les lieux et en extraire les débris congelés. Les morceaux extirpés de la glace sont les mieux conservés de toutes les météorites retrouvées jusqu'alors. Un morceau intact est expédié au laboratoire de la NASA au centre spatial Johnson de Houston. Là, le spatiologue Michael Zolensky l'examine. Malgré son réchauffement dû à la friction lors de son entrée dans l'atmosphère, la météorite se révèle remarquablement bien conservée. Les météorites évoluent dans le froid de l'espace pendant des millions d'années. Elles sont donc vraiment glaciales. Lorsqu'elles entrent dans l'atmosphère à grande vitesse, elles deviennent en effet brûlantes en surface, mais elles ne se réchauffent que pendant quelques secondes. Pas assez pour que la chaleur ne pénètre au-delà de quelques millimètres. Cela signifie que lorsque les météorites atterrissent, elles refroidissent très rapidement. On entend des histoires de météorites qui, en tombant, auraient provoqué entre autres des incendies, mais c'est faux. Après quelques secondes, les météorites sont relativement froides au toucher. Mais puisqu'une météorite est fragile, comme celle du lac Tagish, l'endroit de son atterrissage fait toute la différence. Nous avons eu vraiment de la chance qu'elle tombe dans un lac gelé. Ailleurs, elle se serait facilement désagrégée au bout de quelques jours. Il est donc très probable que ce genre de météorites tombe régulièrement sur Terre, mais elles sont généralement détruites.
parce que l'intérieur de la météorite est resté congelé, Zolensky peut analyser sa constitution. Voici un échantillon de la météorite du lac Tagish. La matière noire ici est surtout composée du même genre de minéraux argileux que vous trouvez dans votre jardin. Et ces minéraux renferment des molécules d'eau, ce qui fait qu'environ 20% du poids de cette météorite est dû à l'eau. C'est énorme. D'après l'endroit et l'angle de chute de la météorite, les astronomes établissent sa trajectoire depuis l'espace. Ils découvrent alors qu'elle provient des confins de la ceinture d'astéroïdes. En observant les astéroïdes au télescope, on découvre que plus on s'éloigne du Soleil, plus ils contiennent d'eau. Les astronomes pressentent que ce sont ces astéroïdes situés dans la partie externe de la ceinture qui ont apporté l'eau sur Terre. S'ils ont raison, nos océans seraient alors arrivés de l'espace dans des pluies torrentielles de météorites. Mais une question demeure. Qu'est-ce qui aurait pu forcer tant d'astéroïdes à dévier de leur orbite pour venir s'écraser sur Terre? Il semblerait que le coupable soit la plus grosse planète de notre système solaire. Jupiter se situe juste au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Sa masse est si grande que la pesanteur perturbe tout objet dont elle s'approche. Dans un lointain passé, Jupiter modifia l'orbite circulaire normale de milliers d'astéroïdes en des orbites elliptiques qui croisaient le chemin de la Terre. La collision était alors inévitable. La Terre était bombardée. Lorsque les astéroïdes s'écrasent au sol, ils éclatent. L'eau qu'ils renferment s'échappe. Explosion après explosion, ils fabriquent les océans que nous voyons aujourd'hui. Auparavant, les chercheurs pensaient qu'il avait fallu des centaines de millions d'années pour que la Terre recueille son eau. Mais des études récentes suggèrent que cette eau est arrivée très vite. Cette découverte provient des recherches menées par le géologue Stephen Moises. Dans son laboratoire de Boulder, dans le Colorado, Stephen Moises prit des pierres parmi les plus vieilles du monde et les réduisit en poudre. Il obtint de minuscules cristaux appelés zircons. Le zircon est un minéral commun. Il est généralement petit et très dur à détruire. À l'aide d'une microsonde ionique, Stephen Moises analysa alors les zircons et étudia la composition de l'oxygène à l'intérieur. Il découvrit que les cristaux s'étaient constitués à partir d'un type bien particulier de roche. Une roche qui n'aurait pu exister que s'il y avait eu de l'eau sur Terre. Ce qui était incroyable, passionnant, amusant, c'était que les zircons prouvaient non seulement que les choses à la surface de la Terre avaient atteint des conditions normales, mais aussi que l'eau était bien présente, qu'elle était partout. Stephen Moises en déduisit que la période à laquelle la Terre avait acquis son eau remontait à la période de formation des zircons. Les zircons de certaines de ces pierres frisent les 4,4 milliards d'années. Cette découverte sous-entend que l'eau de la Terre est arrivée en moins de 150 millions d'années. Sur notre horloge, dont les 12 heures représentent l'histoire de la Terre, seules 25 minutes se sont écoulées depuis que la planète a débuté sa formation. À cette époque, la Terre n'a sûrement rien à voir avec celle d'aujourd'hui. La mer présente une forte teneur en fer, dont la majeure partie remonte du fond grâce à des évents hydrothermaux, et l'atmosphère est bien plus dense que maintenant. Un océan riche en fer nous serait apparu vert. Et une atmosphère plus dense aurait teinté le ciel en rouge.
les conditions permettant l'existence humaine s'améliorent. Le sol a désormais atteint une température tolérable. Et il y a de l'eau pour porter la vie. Mais subsiste un épouvantable problème. Les gaz de l'atmosphère sont essentiellement de l'azote, du gaz carbonique et du méthane. Pas une seule bouffée d'oxygène à l'horizon. Sans oxygène à respirer, impossible de survivre pour l'homme. Dans les premières années de sa vie, la Terre subit une attaque extrêmement violente. Peu à peu, l'activité se ralentit, jusqu'à ce qu'un demi-milliard d'années après sa naissance, la Terre est refroidie et se couvre d'océans. Mais toujours pas d'oxygène dans l'atmosphère. Sans lui, les animaux et les humains ne peuvent exister. Un des chercheurs ayant étudié comment la Terre a acquis son oxygène est le géologue Martin van Kranendonk. Ses recherches le menèrent vers la baie des Requins, sur la côte ouest de l'Australie. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial, la baie abrite des herbes marines, des dugongs et des dauphins apprivoisés. Mais Martin van Kranendonk était venu jusqu'ici pour observer des organismes bien plus vieux. C'est l'un des 2 seuls endroits au monde où l'on a repéré l'existence de ces étranges structures vivantes nommées stromatolithes. Ces stromatolithes poussent ici depuis la fin de la période glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Et à l'époque, le niveau des eaux était un peu plus élevé. Donc, ces structures ont pu atteindre la taille que vous voyez à présent. Les stromatolithes sont des structures primitives. Ici, ils prennent 2 formes, des petits monticules de bactéries vivantes et de limons, et des tapis de bactéries. La partie vivante du stromatolithe est constituée de bactéries bleu-vert qui se développent grâce à la photosynthèse. Elles utilisent l'énergie du soleil pour convertir le gaz carbonique en oxygène. C'est véritablement grâce à ce processus d'émission d'oxygène que la Terre ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Un habitat pour les organismes comme nous, les humains, mais aussi pour l'ensemble de la faune et de la flore terrestre. Ce qui convainquit Martin van Kranendonk que ces stromatolithes avaient créé l'oxygène de la Terre fut une remarquable découverte à 1600 km de là, dans une région reculée du nord de l'Australie. Voici le Pilbara, un des plus anciens paysages au monde. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé sur Terre au début de son histoire, c'est ici qu'il faut venir. C'est vraiment comme si vous aviez voyagé dans une machine à remonter le temps jusqu'au commencement de la Terre. De marcher dans cet environnement si vieux, j'en avais la chair de poule. Ici, on peut encore observer les processus qui se sont déroulés 3,5 milliards d'années auparavant. Là, dans un endroit tenu secret afin de les préserver, se trouvent les plus vieux fossiles jamais découverts. Les ancêtres des stromatolithes de la baie des Requins. Ce qui est remarquable avec cet affleurement du Pilbara, c'est qu'il recèle le plus vieux témoignage de vie sur Terre. Nous sommes en train d'observer, là devant nous, nos arrière-grands-pères et grand-mères. Personne ne sait comment a commencé la vie sur Terre, mais ces incroyables fossiles laissent entendre qu'elle parut très tôt après la formation de la planète. Ces stromatolithes fossiles sont 15 fois plus âgés que les dinosaures. Les bactéries qui les constituent vivaient ici seulement 1 milliard d'années après la naissance de la Terre.
Sur notre horloge, il est maintenant 3h moins 20. Ce sont les premiers organismes qui ont entamé le processus de transformation de l'atmosphère terrestre en une atmosphère riche en oxygène. Ceci nous a permis, nous les hommes et toutes les créatures vivantes que nous connaissons aujourd'hui, d'évoluer sur Terre. Si les stromatolites se trouvaient sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, alors ils auraient dû augmenter la quantité d'oxygène dans l'air. Pourtant, cela ne semble pas le cas. 1 milliard d'années plus tard, le niveau d'oxygène dans l'atmosphère avait à peine changé. Ce qui est advenu de tout l'oxygène produit par les stromatolites peut s'observer à 480 km de là, dans une gorge au sein du parc national australien de Karijini. C'est dans ces roches que se cache la clé du mystère de l'oxygène disparu. Les géologues appellent ces roches des formations de fer rubané. Et ils pensent qu'elles doivent leur existence aux stromatolites. Eh bien, ces formations sont le produit d'un remarquable concours de circonstances dans l'histoire terrestre. Elles sont apparues il y a environ 2,5 milliards d'années, lorsque la Terre était encore toute jeune, et sont dues, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, à l'action microbienne dans les océans d'alors. Les océans terrestres étaient alors remplis de fer. Comme les bactéries des stromatolites rejetaient de l'oxygène sous forme de bulles, ce gaz réagissait avec le fer dans l'eau. On peut voir ce qui s'est passé avec cette simple petite démonstration. Ce ballon d'eau contient du fer. Sa couleur est la même que celle des premiers océans terrestres. Cette pompe reproduit l'action d'un stromatolite qui rejette de l'oxygène. Dès que les bulles d'oxygène pénètrent dans l'eau, elles réagissent avec le fer pour former de l'oxyde de fer qui se précipite alors en rouille. Il y avait tant de fer dans l'eau des océans que durant plus d'1 milliard d'années, il absorba presque tout l'oxygène produit par les stromatolites. Quand la rouille se précipitait, elle retombait au fond des océans et se transformait alors en roche. On a estimé que dans l'ensemble du globe, ces roches ont accumulé plus de 20 fois la quantité d'oxygène qui se trouve dans l'atmosphère aujourd'hui. Et ces roches se sont formées incroyablement lentement. Sur notre horloge, dont les 12 heures représentent l'histoire de la Terre, nous constatons que notre planète s'est formée dans les 8 premières minutes. 25 minutes plus tard, elle a refroidi et recueilli de l'eau à sa surface. Mais il lui faudra encore 4h30 pour que la majeure partie du fer évacue les océans en se déposant dans ces roches. C'est seulement à partir de cet instant que le niveau d'oxygène dans l'atmosphère commence à augmenter. Cela s'est produit il y a environ 2,5 milliards d'années. Pendant encore 2 milliards d'années, l'oxygène continue sa progression jusqu'à ce que 500 millions d'années avant notre ère, il atteigne le niveau grâce auquel les animaux peuvent survivre. Notre planète est-elle alors prête pour porter la vie humaine ? La température a d'ores et déjà baissé. Il y a de l'eau pour boire et de l'air pour respirer. Si nous devions revenir à cette époque, nous pourrions certainement survivre. Dans notre histoire, 11 heures se sont maintenant écoulées. Mais la Terre a encore du chemin à faire avant que les premiers hommes marchent sur sa surface. À minuit moins 37, les dinosaures feront leur apparition. À minuit moins 10, une catastrophe les anéantira. Enfin, 19 secondes avant minuit, les premiers humains arriveront. Il aura fallu plus de 4 milliards d'années. Mais d'une vaste région de gaz et de poussière glacée, les forces de la nature ont créé le seul abri sûr de l'univers, notre maison, la Terre.